Bienvenue dans ce massif mythique des Aurès pour cette nouvelle enquête consacrée à Elma, l'eau en arabe, le seul carburant nécessaire à la vie à la fois de la nature et des hommes, un bien sacré dans la religion musulmane. Les balcons du Roufi où nous nous trouvons marquent justement la frontière entre le nord et le sud de ce pays avec l'apparition de ces palmiers qui témoignent de la présence d'eau en abondance aux portes du Sahara. Tout au long de ce périple de 2000 km d'Alger à Adrar, je serai accompagnée des croquis de deux dessinateurs de presse amoureux à la fois de la paix et de la liberté. L'un s'appelle Plantu, il est français, l'autre est algérien, il s'appelle Dilem. Bon voyage. Avant de partir, il me reste à rencontrer un spécialiste des ponts entre les cultures. Lui se sert de ses crayons pour les bâtir. En 2006, Plantu a créé avec la complicité de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, Cartooning for Peace. Plantu, bonjour. Bonjour. C'est impressionnant de venir au monde toujours, hein. Je suis contente de vous connaître. Ça fait juste 40 ans que je travaille ici. C'est votre deuxième maison en fait, hein. Oui. Vraiment. Écoutez, moi j'avais envie de vous voir parce que je commence au tout début d'une enquête sur l'eau en Algérie. Alors j'avais vu votre échange et vos dessins que vous aviez fait aux Libertés à Alger, oui. Votre échange avec Dilem. Voilà. Et puis donc je sais que vous aimez ce pays. Oui. Et puis ce qui m'intéresse, c'est votre sensibilisation à cette question de l'eau. J'ai vu votre festival, là, Oui. Héros très libre. Oui, Voilà. Voilà, exactement. Et je me suis dit que vous étiez la personne peut-être idoine pour me permettre de démarrer cette enquête. Il y a des sujets comme le réchauffement climatique, comme l'avenir de l'eau, passionnants que les dessinateurs traitent, alors qu'ils ne sont pas des spécialistes. Mais eux, ils sentent que c'est le bon sujet qui permet de dialoguer avec des gens qui finalement vont être les décideurs au-delà des hommes et des femmes politiques. C'est-à-dire que les gens ils vont voter. Ces gens, c'est leur vie de tous les jours. Ils ouvrent le robinet. Le robinet, c'est comme un bulletin de vote. Tout le monde a un robinet et un bulletin de vote. Enfin bon, dans le meilleur des cas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en un dessin, si possible, vous me disiez ce que représente pour vous ce tandem Algérie, eau, ressources en eau. L'eau, elle est très importante dans ce pays. D'ailleurs, le drapeau, il est normalement avec le croissant et puis une étoile. Et peut-être qu'un jour, ce sera peut-être une goutte d'eau à la place de l'étoile. J'essaie de faire le casse-bas. Vous avez 3 heures devant vous, ça va? Et c'est là-bas, à Alger, que j'ai envie de rencontrer votre alter ego de liberté, là, Ali Dilem. Avec Dilem. Qu'est-ce qui le caractérise, Dilem? Il est caustique, vous m'avez dit? Caustique, il énerve tout le monde, il énerve le pouvoir, évidemment, mais à la fois, il aime son pays et il aime le dialogue avec les dessinateurs du monde entier et avec l'Europe. Il est en train de nous raconter tout simplement qu'un dessinateur, il est tout simplement un artiste qui a seulement envie d'être un passeur. Qu'est-ce que vous conseillez à la journaliste que je suis? Comment aborder ce pays? Avec curiosité, avec tendresse, avec le plaisir de dire, bah voilà, je suis là pour apprendre. C'est toujours le petit message, il y a toujours un message quelque part. J'espère qu'il flotte. L'ablution est la moitié de la foi. Ce rite précède chacune des 5 prières quotidiennes. Bonjour. Fait chaud là aujourd'hui, hein? Fait chaud aujourd'hui. Bien sûr. Combien je vous dois, monsieur? 30 dinars. 30 dinars? Oui. Ah, ça, bien. Oh, super. C'est mieux ça? Oui, c'est mieux ça? C'est bien fait.
C'est important l'eau ici, hein? Bien sûr. Avant, le payole, un jour sur deux. Un jour sur deux. Ouais. Et maintenant, CL, c'est tous les jours, 24 sur 24. Un jour sur deux, il y avait de l'eau avant? Avant, oui. Mais comment on fait tourner un commerce comme le vôtre? Des jerrycans d'eau. Oui. Avec la citerne là-bas. Là-haut sur le toit? Ouais, ouais. Ah, merci, c'est bon, je vous ai... Ok, c'est la monnaie? Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. 30 centimes d'euros la petite bouteille dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 350 euros. Depuis les grandes sécheresses du mois d'août, l'eau minérale n'est apparemment toujours pas à l'abri de la spéculation. Il y a un truc qui me frappe depuis que je suis arrivée à Alger, c'est la densité de population. Oui. Il y a du monde. Enfin, c'est quoi, 4 millions d'habitants? C'est 4 millions en journée, c'est 3 millions officiellement, mais c'est 4 millions en journée, oui. Avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et c'est cette population-là que la CEAL essaye de servir au mieux en termes d'eau, c'est ça? Oui, exactement. C'est ces 4 millions de personnes qui avaient besoin d'eau et puis qui maintenant en ont. Voilà, c'est ça. Centre de télécontrôle, c'est quoi ça? Eh ben, c'est le cœur névralgique de la CEAL. C'est-à-dire c'est là où on pilote la production et la distribution d'eau d'un système qui est très compliqué à Alger. Un centre de contrôle inauguré en 2008 par le président Bouteflika en personne. Professionnel de l'accès à l'eau depuis plus de 30 ans, Jean-Marc Yann manage une équipe de 5600 personnes dont une vingtaine seulement sont comme lui expatriés. Société de droit algérien, la CEAL a passé avec une grande entreprise française un contrat de management basé sur le transfert de technologie et la formation. Comment ça marche ça? Alors en fait, ça c'est une supervision en fait, qui nous donne une idée générale du fonctionnement de l'eau à Alger. Il y a plus de 100 étages de pression-distribution à Alger. Il y a 3 grandes ressources complètement différentes qui sont les barrages, qui sont l'eau souterraine et le dessalement d'eau de mer. Et ce centre de télécontrôle, il a pour objectif de superviser tout ça et de faire en sorte que si on a un incident, ça peut toujours arriver, la population ne le ressente pas. C'est ça l'idée. La confiance, c'est simple comme un coup de fil H24. Ces agents, rompus aux techniques de la communication, reçoivent en moyenne 1 millier d'appels par jour. On a mis à contribution la population en lui ouvrant un centre d'appel qui est sans doute le plus performant d'Algérie et qui leur permet de rentrer en contact facilement avec nous. Et alors ça nous a permis de recenser beaucoup d'anomalies que les clients nous signalaient, que les citoyens nous signalaient. Et donc on a mis derrière une organisation pour être très réactif dans ces situations-là. Bonjour les gars, ça va bien? Bon courage. C'est un bijou qu'on a là. Cette modernité, ça nous a permis d'avancer très vite. Avancer très vite dans la matière. C'est une fierté et une lourde responsabilité que j'assume pleinement. Ça représente la vie, madame. C'est la vie. L'eau, c'est la vie. 11% du personnel de la CEAL est féminin, comme ces jeunes ingénieurs formés par leur entreprise et entièrement dévoués à la cause de l'accès à l'eau. Notre parcours professionnel, c'est un bon début, quoi. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça veut dire au quotidien d'avoir de l'eau 3 heures par jour. Est-ce que vous pouvez me raconter comment c'était? C'est grâce aux mamans, aux femmes de la maison qui se réveillaient, qui stockaient de l'eau, voilà, prenaient leur réserve. on prenait des douches à 3 heures du matin parce que fallait réserver et prendre la douche en même temps. C'était très très compliqué, c'était beau à voir. Je pense que maintenant on profite beaucoup plus, qu'on n'a pas. En fait, on a tendance à oublier qu'on est passé par des années où on n'avait pas d'eau. Maintenant qu'on en a beaucoup, on oublie d'ailleurs. Dès qu'il y a une petite coupure d'eau, on est complètement dans la panique. Très exigeant. Voilà. Depuis mon passage au bureau de Plantu au Monde, j'attends avec impatience de rencontrer Dilem, son compagnon algérien de Cartooning for Peace. De lui, je n'ai vu jusque-là que ses dessins à la une du journal Liberté. J'ai peut-être une chance de le croiser à Bab El Oued, son quartier fétiche. رونالدو ام 21 سنه ما لعبش ابار زيدان كي بو فير سا ابار زيزو واه
Bon courage les jeunes. Salut Dilem. Putain. Madame. C'est le tout. Je savais que je pouvais vous trouver ici. Bab El Oued, c'est un endroit où vous aimez venir souvent? C'est pas un endroit, c'est l'endroit. C'est the place, c'est Bab El Oued. Bab, c'est la porte. Mais la porte dans le sens l'ouverture à. Les Anglais disent the gate. Bab El Oued, comment dirais-je, la traduction littérale est presque large. Tout ce qui a trait à de l'eau vive, de l'eau qui bouge. Alors peut-être on peut négocier avec les petits-enfants? Ou alors je les prends sur mes genoux? C'est pas sûr. Allez-y. Vous parlez arabe, vous y arriverez, sinon... Vous allez m'aider? Comptez pas sur moi. Je suis pas bon baratineur. اسمع معلش نقعدوا هنايا ما نديرونجيك. حشي لا non تقدروا تريحوا. Je te confie la planète, d'accord? Je te donne la planète et tu joues avec, mais tu la protèges aussi, d'accord? Allez. فهمت ولا ما فهمت؟ Alors parce qu'il y a des réseaux là pour Il y a de belles lumières là, hein? قولها يعطيك قولها ميرسي مدام وراح. Ali, l'eau dans la tête des gens en Algérie et à Alger en particulier, c'est quoi? J'ai peut-être cette déformation aussi que je le vois avec mon œil de dessinateur. J'ai traité aussi de ce sujet. Hein. On est quand même, j'imagine, le seul pays à avoir eu et à avoir toujours un ministre des Ressources en eau. Je suis passée au journal tout à l'heure. Sympa. Et donc, le directeur de la publication m'a donné ça, avec ce dessin qui vous a apparemment valu pas mal d'ennuis. Vous vous souvenez de ce dessin? Oui, bien sûr. L'Algérie traversait une période de sécheresse. Il est de coutume chez les musulmans à partir d'un moment où il n'y a plus d'eau, qu'on décide au niveau national, parce qu'il y a un ministère encore du culte, et décide d'appeler toutes les mosquées à organiser la prière de la pluie. Ça s'appelle la prière de la pluie, vraiment. Et là, je mets un Algérien qui est censé prier le bon Dieu, et quelque part, à partir des nuages, il y a une main qui sort. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter dans un pays comme l'Algérie, où 100% de la population est musulmane. Vous avez quelque part suggéré, si ce n'est caricaturé, Dieu. C'était censé représenter la main de Dieu, faisant un doigt d'honneur aux gens. Si je ne le refaisais pas aujourd'hui, ça serait pour d'autres considérations. C'est plus par rapport à ce qui s'est passé autour des derniers dessins dits blasphématoires que parce qu'ils parlent d'un problème d'eau ou pas d'eau. Est-ce que le dessin de presse peut faire bouger les lignes, peut contribuer à changer une société, c'est clair. Oui. Mes dessins les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui ont eu le plus de retours, c'est ceux qui touchent à la vie quotidienne des Algériens, notamment à l'eau. Je ne parlerai pas d'éveil des consciences à travers le dessin, mais s'il peut quand même fédérer quelques pensées autour de l'idée que l'eau quand même est quelque chose de super important et qu'il faut faire des choses, il faut construire, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des plans qui permettent à tout un chacun d'avoir accès quotidiennement à l'eau. Si le dessin peut y participer dans cette, comme vous dites, prise de conscience, je ne prends pas ce mot à mon compte encore une fois, c'est tant mieux. Franchement, je me sens exister quand on me dit ça, hein. Je me sens vraiment utile. La prochaine étape de mon enquête est à plus de 400 km au sud-est d'Alger. La traversée du massif des Aurès est émouvante. Ces chaînes de montagnes, qui culminent à plus de 2300 mètres, ne portent pas seulement en elles l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. Elles sont l'un des berceaux pacifiques et éternels de l'eau dans ce pays. Comme un désir jaillissant de vie aux avant-postes du Sahara, les oueds, les rivières ont forcé le passage pendant les périodes de crue, faisant naître des oasis au cœur des vallées. Biskra et son printemps éternel en est l'une des plus anciennes et des plus actives, une place stratégique pour l'agriculture algérienne à la porte du Grand Sud. C'est ici que m'attend Abderrazak Kardraoui, un expert de la gestion de l'eau au Sahara. C'est vrai qu'il fait bon, hein, et en calèche, c'est encore mieux. Ah oui. En calèche, oui. Moi, ça fait 50 ans que je n'ai pas pris le calèche. Hein.
Vous êtes né ici, vous? Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis né ici. Bon, je prenais le calèche à l'époque pour y aller, pour se déplacer. On se déplaçait en calèche. Moi, je ne m'attendais pas à voir autant d'arbres aux avant-postes comme ça du Sahara. Donc, pour les régions du Sud, elles se distinguent par 2 barrages, quand même. Le jardin public, c'est exceptionnel ici? Oui, oui. Dans une région du Sud, c'est l'unique, hein, dans la région saharienne, même notamment dans la région du Nord. On ne peut pas trouver un jardin de quelques hectares uniquement d'arbustes centenaires. Oui, on va prendre un café, là. Un thé? Un thé, un thé. Je me mets au thé depuis que je suis arrivée en Algérie. Oui, un thé. Les calèches ne sont plus utilisées aujourd'hui que pour les mariages. À moins de 14 centimes d'euros le litre de gasoil, les chevaux évoluent plutôt maintenant sous le capot des voitures. On prend un thé. C'est bien. Je peux essayer? Allez-y. C'est bon, C'est un bon. début. Un début, oui, bien, c'est bien. Merci Bien. en tout cas pour cette balade. Bien. C'est chouette. C'est... Moi, j'ai entendu parler des glettes nours, évidemment, comme tout le monde en France. Oui, oui. C'est ici qu'elles sont ici, produites? c'est la région de Biskra, la région de Tolga plus précisément. C'est là où il y a la déglette nour. C'est l'une des meilleures dates, je dirais, du monde. C'est le produit agricole Oui. phare de la région? Oui, oui, il y a à peu près 100 000 hectares irrigués. Hein. C'est important, qui représente quand même le 1/4 par rapport aux régions sahariennes. C'est stratégique alors ici? Ah oui, 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 oui. Il y a aussi de l'eau, c'est grâce à l'eau parce que là, on prélève à peu près 700 millions de mètres cubes d'eau par an à partir des nappes souterraines. C'est à partir de cette eau qu'on irrigue les palmeraies qui donnent les meilleures dates au monde. C'est celle de Daghlot Nord qui est due à la qualité de l'eau et aux qualités du sol. L'Algérie compte aujourd'hui 65 barrages. 25 d'entre eux ont été construits depuis la fin des années 90. D'ici 2016, il y en aura 14 de plus. Bon voilà, donc je vous présente monsieur le directeur des ressources en eau de la wilaya de Biskra. Bonjour, soyez les bienvenus, monsieur Selam Abdenour. Alors maintenant, vous êtes sur le site même du barrage Fontaine des Gazelles. Nous, on l'appelle Fontaine des Gazelles et la perle des gazelles aussi. Voilà, Pourquoi la perle des gazelles? Pourquoi? Parce que dans le Sahara, dans le sud, c'est très rare qu'on trouve un site pour construire un barrage. Mais pourquoi avoir construit ce barrage ici? Pourquoi ce site était privilégié? Ce barrage, c'est surtout, il est fait uniquement pour l'irrigation et pour diminuer la pression sur les demandes de forage, sur l'exploitation intensive des ressources souterraines. Donc là, c'est l'irrigation. Hein, c'est uniquement l'irrigation. C'est voilà. Donner de l'eau à la terre et pas aux gens. Voilà, aux gens, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de station de traitement des eaux ici. L'eau potable, elle est satisfaite à partir des forages. Donc on va puiser dans les eaux souterraines. D'accord. Voilà. Et notre politique actuellement, c'est de développer la construction de barrages. C'est une irrigation simple qui ne demande pas de l'énergie. D'accord? C'est une irrigation par gravité. Et l'eau est disponible parce qu'on est à l'aval de la chaîne des Aurès. Là où la pluviométrie dépasse 600 mm et là où pratiquement il neige tout le temps. Tous les hivers, il neige. Donc c'est la montagne qui donne de l'eau aux cultures. Voilà. Biskra est parmi les premières villes en production de légumes de maraîchers. On a 80 000 serres. Et c'est des primeurs. Hein? La première wilaya à travers l'Algérie. Et ça fait notre fierté en tant que mobilisateur d'eau. Quelle place tient l'eau dans votre vie, j'allais dire de citoyen de Biskra et dans votre vie professionnelle aussi? Comme je suis hydraulicien de spécialité, donc c'est un bon métier que j'ai choisi et je ne le regrette pas. J'ai 32 ans de service, j'ai participé à la construction de barrages, la construction de transferts d'eau et mon enthousiasme, ma joie, c'est lorsque je creuse un forage et lorsque l'eau jaillit des profondeurs, à ce moment-là, je sens que je servis à quelque chose. En 13 ans,
Cette marche forcée vers l'accès à l'eau a coûté à l'État algérien 40 milliards de dollars. Ces services subissent la pression constante des agriculteurs qui veulent voir ces accès souterrains à l'or bleu se multiplier pour améliorer leurs revenus. Tous ces faits-là n'affichent pas une réussite aussi éclatante que celle du propriétaire de cette palmeraie. En 2010, Mohamed Atia a reçu de l'Organisation arabe pour l'alimentation et l'agriculture la palme du meilleur producteur de date. Donc, comment vous avez fait pour dompter cette terre puisqu'elle était difficile? Il a dit que même l'oiseau autrefois n'avait rien à faire ici. Il n'y a ni eau ni verdure. C'est grâce à l'apport de fumier. L'apport de fumier, il a pu enrichir. L'irrigation se fait par submersion. Donc le forage il fait à peu près 10 litres seconde sur une profondeur de 300 mètres. C'est de l'eau potable? C'est de l'eau calcaire, oui. Puisqu'elle sort du forage. L'eau est gratuite maintenant en agriculture. Soit qu'elle est donnée à partir d'un barrage, soit qu'elle est donnée à partir d'un forage. Ça veut dire qu'un propriétaire comme celui de cette palmeraie ne paye pas l'eau? Il ne paye pas l'eau, il paye uniquement l'énergie électrique. Certes, pour l'instant, l'énergie utilisée, c'est l'électricité, donc le pétrole, le gaz. Mais l'Algérie est en train de développer un projet qu'on appelle Desertec. C'est un très grand projet pour réaliser des stations de 1000 mégawatts à partir de l'énergie solaire. Et ça sera une grande expérience, si on va toucher quelques fellahs, quelques agriculteurs pour utiliser cette énergie dans le pompage. L'énergie solaire, c'est une énergie d'abord gratuite, non polluante. Ce qui est plutôt polluant, c'est de produire de l'énergie à partir du gaz, du pétrole, et faire sortir de l'eau. C'est encore plus polluant. Faire sortir beaucoup d'eau, c'est encore plus polluant. Parce qu'un mètre cube d'eau soutiré va polluer 10 mètres cubes d'eau ailleurs, quelque part ailleurs. Préservons cette eau, même si elle existe, même si elle est en grande quantité, il faut la préserver. Il faut bien la gérer. Voilà. Si le cœur de cet ingénieur hydraulique, presque à la retraite, penche pour le soleil, celui de l'Algérie, lui, penche clairement pour le pétrole et le gaz. Le coffre-fort du pays se trouve ici, dans le Grand Sud. La hausse du prix du baril permet à l'État algérien de rapprocher la partie la plus vaste, mais la moins peuplée du territoire, du principe fondamental de l'égalité de l'accès à l'eau contenu dans la Constitution. Un moyen d'attirer au sud une partie de la population du nord en pleine explosion démographique. L'eau, facteur d'équilibre et de paix sociale, mais à quel prix pour l'environnement? Avant mon départ, j'ai posé la question à Alger au tout nouveau ministre des Ressources en eau. On a mis en place un cadrage en matière de préservation et de protection des ressources naturelles. Et principalement, la plus fragile, c'est l'eau. Parce que l'eau en Algérie, c'est une ressource qui est rare, inégalement répartie, mais qui a coûté beaucoup au budget de l'État. Nous sommes tous interpellés, soit comme citoyens, ou comme utilisateurs, ou comme agriculteurs ou industriels. Tout le monde est interpellé et nous devons agir dans un élan de solidarité pour pouvoir ancrer cette culture au niveau du consommateur, cette culture ou du souci de l'économie de l'eau. Donc c'est vous dire tous les schémas que nous sommes en train de développer, qui sont programmés jusqu'à l'horizon 2030, tiennent compte de cette problématique. Ça veut dire que l'État pourra s'opposer ou s'oppose déjà à certains forages parce qu'ils sont nuisibles à l'environnement dans certains endroits du pays, dans certaines zones? Est-ce que vous refusez par... Les forages pour lesquels on intervient pour mettre un terme, c'est lorsqu'on juge qu'il y a une surexploitation qui est nuisible à l'environnement. Et nous l'avons fait plusieurs fois. Et vous le ferez, vous aussi? Nous continuons à le faire si le besoin se présente, si on constate qu'il y a une surexploitation
qui peut provoquer un déséquilibre, nous agissons bien sûr pour pouvoir donc mettre un terme à cette situation. Nous offrons toujours l'alternative. L'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est de développer d'autres forages dans d'autres endroits qui ne posent pas de problème. Quitte à ce que ça coûte plus cher? Oui. C'est vrai qu'on a un grand Sahara et on a cette chance de disposer donc d'une véritable mer souterraine, hein, en raison de son volume, de son étendue, n'est-ce pas? C'est à la fois une chance, mais elle appelle à beaucoup d'obligations. Le Sahara, si peu béni des dieux par la pluie, renferme donc un véritable trésor hydrique. 40 000 milliards de mètres cubes d'eau, s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres carrés. L'Algérie en possède plus de 70%, le reste s'étend sous la Libye et la Tunisie. Un réservoir d'eau potable mais fossile. Conscients de la fragilité du système, les trois pays ont mis en place un mécanisme de gestion transfrontalier placé sous la responsabilité de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Une première pour tenter de préserver le bien commun de l'humanité. À Gardaïa, dans la vallée du Mzab, à plus de 600 km au sud d'Alger, l'eau a depuis 1000 ans ses garde-fous. Même les bâtiments les plus récents ont été construits à l'extérieur de la Palmeraie, comme pour la protéger d'une urbanisation galopante. À mon arrivée, je suis frappée par ces immenses tours de garde qui l'encerclent. Elles sont avec ces peignes fins faits de dalles de pierre plantées verticalement au pied des barrages, l'une des pièces maîtresses de l'un des plus anciens et savants systèmes inventés par les hommes du désert pour répartir une ressource en eau rachitique. Cette maîtrise traditionnelle de l'irrigation consiste à retenir une partie des eaux fluviales par des digues. Le trop-plein d'eau est alors canalisé vers la nappe phréatique. Réapprovisionnée, cette nappe est censée alimenter la Palmeraie pendant 3 ans par un système de puits artésien. À raison de 50 mm d'eau en moyenne par an, l'arrivée de la pluie peut aussi se transformer en cauchemar quand les eaux de l'Oued, soudain gonflées, dévastent tout sur leur passage. Alors depuis 7 siècles, les Mozabites, commerçants habiles et voyageurs, ont fait en sorte de dompter ce don de Dieu, transformant cette vallée du Mzab, si peu hospitalière, en un carrefour où l'on pouvait se nourrir et faire des affaires. Les experts ils sont là 24 sur 24. 24 sur 24. Il y a des fois, l'eau coule, les jardins sont remplis, le barrage est rempli. Voilà la grande responsabilité des Oumana, qu'est-ce que c'est? Ils voient les nuages. Encore il pleut. On est expérimenté dans les nuages. On va de loin, ces nuages où il pleut, alors là, automatiquement, on diminue. Les gens respectent les Oumana. Respectent. Une respect total. Ce qui est dit, c'est comme ça. On sait qu'un amine, il va ni comme ça, ni comme ça. Le droit, c'est le droit. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est cette bête? C'est l'oued, c'est l'eau. Le plus danger, l'eau et le feu. L'eau, il fallait la maîtriser comme une bête féroce? Ah oui, il faut bien une bête féroce. Il faut savoir, il faut la caresser. C'est-à-dire, il faut la caresser, il faut faire des bonnes études. Dans le bon sens du poil? Exactement. Parce que si on ne fait pas des études, on ne fait pas des barrages, ils nous en parlent, c'est des inondations. C'est les crues et c'est pas bon. Exactement. D'accord. Mais non. Quand même, l'eau, tout le monde en veut. J'imagine que tout le monde veut de l'eau pour avoir les meilleures palmeraies, les meilleures cultures. Je vais vous répondre à une question très importante. Très importante. C'est-à-dire, on va descendre tout à l'heure, vous allez voir comment on donne l'eau à un jardin. Président de l'association des Oumana, expert en eau de père en fils, Yahya Boubaker n'en démord pas. Seul ce système d'irrigation et de partage de l'eau codifié peut protéger les habitants de la vallée du Mzab. Vous
vous m'emmenez là? Ici, c'est la palmerie de Ghardaïa. On est souterrain actuellement, environ 22 mètres de hauteur. On est sous la palmeraie là. Oui. Donc finalement, on est sous la carte que vous m'avez montrée tout à l'heure. Oui. C'est ça, hein? Oui. Partage des eaux. Après le partage des eaux, ici c'est le partage de quartier ici. Pourquoi on a ajouté ça? Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, ce quartier a besoin plus d'eau, beaucoup d'eau. Ils ont ajouté cette hauteur pour que la hauteur, cette eau, vienne ici. Voilà. C'est ça exactement. On voit notre quartier, en cas de surplus, se déverse ici. Automatique, si tout est calculé. On peut rentrer de l'autre côté, à partir du partage d'eau, jusqu'ici à pied normal. Mais vous allez vous perdre. Ah, ça c'est sûr. Vous ne me laissez pas, hein? Non. Vous me laissez pas. Et l'eau, où elle est l'eau? L'eau. Quand il pleut. L'eau, quand il pleut, c'est la plus grande fête. D'ailleurs, dans chaque prière, on prie Dieu pour avoir de l'eau, un oued. L'eau passe par ici. C'est plus la mode maintenant. Il n'y a plus de bêtes qui tirent l'eau à dos d'âne. C'est plus la mode. C'est plus la mode, hein? C'est plus la mode. Et puis la civilisation. Grâce à la civilisation, grâce à l'électricité, grâce à les pompes, là. Et au lieu d'avoir ici 2 bêtes et un homme entre 8 heures, 10 heures, 12 heures, quand il est fatigué, il mange un peu de date là-bas avec un peu d'eau, et puis il revient quelqu'un qui le remplace. Et, ben alors, et en été, c'est la nuit. Personne ne supporte la chaleur. La nuit, tout simplement la nuit qui tire l'eau ici. Tous les jours. Allahu Akbar. Allah. Aujourd'hui, c'est samedi? Oui. Donc c'est férié. C'est férié, les jeunes jouent au foot alors? Les gens jouent, on s'amuse, etc. Et cette jeunesse-là, vous pensez qu'elle aura le souci de préserver l'eau? Elle a déjà le souci de préserver l'eau. Mais où elle apprend ça? Au sein de la familiale déjà, à l'intérieur même de la famille. Animateur d'un forum citoyen, Aoumer Bakeli cherche lui aussi à établir des ponts entre les générations, entre les Mozabites et les autres communautés algériennes. Je ne dis pas aux jeunes, écoutez, vous n'avez rien fait, eux ont tout fait. Non, ça c'est pas vrai. Je dis, vous êtes capable de faire mieux parce que vous avez les moyens qu'ils n'ont pas eu. Mais ça dépend des sociétés aussi, ça dépend des milieux, des cultures locales. Parce que l'Algérie est un pays à multiples facettes culturelles. Est-ce que les adultes ont assez de conscience pour savoir transmettre le flambeau? Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une transmission de savoir-faire? Oui, c'est ça qui est important. Et les régions qui ont réussi sont celles qui ont réussi à transmettre le flambeau. Parmi elles, c'est le Mzab. Il y a un enjeu vital et qui touche toute la planète comme l'eau. Oui. Ça peut être le ferment qui rapproche. Exactement, mais c'est ça qui a en fait été le ferment déjà il y a 1000 ans de cela. Et s'il a continué, s'il a réussi à passer le millénaire, nous pensons aussi passer le 2e millénaire, c'est grâce à cela aussi. À une conscience collective qui est intéressante aussi. Ce qui est de nous, on n'est presque toutes pas de la région. Ah bon? Oui, voilà, on n'est pas de la région. Ah bon, vous venez d'où alors? Moi, je suis kabyle. Kabyle? Oui, mais sinon j'ai de la famille kabyle, de la Kabylie. Du Médéa. Donc, c'est où Médéa? Près de Alger. Près d'Alger? Le nord. Voilà. Le nord? Et toi? Ici. Ici? Oui. Mozabite, moi. Toi, tu es Mozabite, toi, tu es le local de l'étape alors, c'est ça? Dans ce grand lycée de Ghardaïa, ces jeunes venus d'ailleurs évoquent le manque de liberté dans ce haut lieu de l'islam. Mais ils ont trouvé chez les Mozabites l'un des derniers remparts contre le gaspillage généralisé de l'eau en Algérie. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, ici à Ghardaïa, ont conscience que l'eau, c'est un bien précieux?
Je dirais que le problème de la sécheresse d'eau en Algérie, c'est dû à la gestion. Oui. Parce que les Algériens ont tendance à vraiment gaspiller. Ils se plaignent du manque d'eau, mais ils font rien pour le changer. Même si l'éducation des parents, ils disent pas à leurs enfants dès qu'ils sont petits comment protéger l'eau, et ils leur disent pas que c'est nécessaire, il ne faut pas le gaspiller. Il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas, qui n'ont pas cette chance d'ouvrir le robinet et il y a de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont privés de cette... Ils ne leur expliquent pas. Pour moi, c'est une culture. C'est une culture. Il faut apprendre à l'enfant qu'il faut préserver. Que peut-être viendra le jour où il n'aura pas d'eau. Dans peu de temps, peut-être qu'il voilà, et c'est pas loin d'arriver. Oui. Préserver l'eau, tout comme préserver l'environnement, c'est une éducation, c'est une culture, c'est des principes. Voilà. Comme on dit, une seule main ne peut pas applaudir. Donc ensemble, je sais qu'on pourra faire quelque chose. Il faut changer ça. Les gens utilisaient l'eau des puits. Il fallait aller chercher des puits, il fallait peiner pour avoir de l'eau. L'eau du puits, etc., on l'utilisait avec beaucoup de parcimonie. Et après, il y a eu un changement brutal. Quand on a, par hasard, débouché en voulant faire des forages pour l'exploitation de pétrole, on a foré dans une nappe fossile d'eau. Qui contient une quantité considérable d'eau, inimaginable. Et donc ils avaient perdu cette habitude d'économie de l'eau. Il y a comme un usage excessif de l'eau, alors qu'on n'avait pas encore de réseau d'évacuation des eaux usées. Et il y a eu donc cette pollution énorme. C'est la punition du confort, finalement, ce que vous me racontez là. Absolument. Vous avez beaucoup d'enfants? Vous avez 4. 4? Oui. Combien de petits-enfants? Oh, presque la dizaine. Qu'est-ce que vous espérez pour eux? Que le Mzab continue à bien se porter. Et le pays tout entier. Et que la sagesse reprend le dessus sur la folie des hommes. C'est dans les faubourgs de Gardaïa, au marché à la criée de Beni Ezgen, que je trouve ma première gerba. Cette gourde, en peau de chèvre, fait office de glacière du désert. Et ça va, je peux traverser le désert sans problème avec ça? Il faut mettre ça dans l'eau, paraît-il, ça gonfle? C'est comme ensuite on le remplit. Ça se gonfle pas, ça se ramollit. Alors, combien vous me vendez ça? 1500 dinars. 1500 dinars? La suspend. Il faut la suspendre. Nous avons donné vie à toute chose à partir de l'eau. Oui. Ok? Merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, soyez pas en retard. Hein? Oui. Salut. Adrar, l'ultime étape de mon enquête, m'accueille dans un vent de sable digne du désert des Tartares. Jadis, cette oasis s'est développée grâce à la culture du blé, des dattes et de la tomate. Mais depuis 2008, l'industrie pétrolière a métamorphosé la capitale du Gourara. Cette wilaya, frontalière du Mali, abrite 480 000 habitants. À Bordeaux, Mararouz m'avait parlé de l'université africaine de sa ville natale et des échanges avec l'Institut des sciences de la nature. Il avait aussi et surtout évoqué les manuscrits du désert. Ces livres, écrits en arabe par des savants de la région, remontent pour la plupart au Moyen-Âge. Plus de 4000 ouvrages. L'usure du temps n'a rien entamé de leur beauté. Ces manuscrits conservent la mémoire de l'eau du Grand Sud. نعم هناك كثير من المخطوطات التي لها علاقة بالماء من قريب أو من بعيد كمنحل بالنسبة إلى الغنية التي تهتم بشؤون القضاء وتهتم بشؤون المجتمع فيها الكثير من النوازل أو المسائل التي تتحدث عن نزاعات تتعلق بالماء وبالتالي فمن خلال هذه النزاعات استفدنا أو وقعنا في الكثير من الأمور المتعلقة بالماء سواء في قضية حسبته أو في قضية قسمته أو في الأمور المتعلقة به بصفة عامة وجعلنا من الماء كل شيء حي
يعني في بعض الأحيان يعني خطب الجمعة دائما تتنوع على حسب مشاكل المجتمع. وبالتالي في بعض الأحيان بما أن الماء أصبحت له قيمة كبيرة وقيمة عالمية، مرة على مرة نحث المواطنين ونحث كذلك المصلين في المسجد إلى الاهتمام بالماء والمحافظة عليه وعدم التبذير والإسراف فيه، لأن ذلك ورد بنص الشرع. C'est à Tamantit, à une dizaine de kilomètres d'Adrar, que m'a donné rendez-vous Abdelkrim Benassan, un ami d'enfance d'Omar Harouz, le point de départ de mon enquête à Bordeaux. Cet ancien employé de l'industrie pétrolière préside l'association de sauvegarde des Fogaras. Il semble aux prises à de savants calculs. Alors le principe de parcours, il y a l'eau de la Fogara qui arrive sur une penne, et il y a le maître de l'eau. C'est le seul qui peut faire ce partage. Avec la chauffeur, bon, l'eau il rentre, il le distribue selon les propriétaires d'une façon très pointue et c'est le seul qui peut le faire. Il le fait depuis des siècles, bon, de père en fils. Ça c'est très ancien, ça c'est le premier qui l'a fait. Lui, il a hérité ça de son père. Son père lui a laissé ça. Donc il travaille, ça c'est la halafa. Celle-là, il a 6 siècles. Ça, on n'a pas touché. Jusqu'à présent, on n'a même pas pensé à toucher parce que ça c'est un partage unique. Et l'ont hérité de père en fils, et ça a été toujours comme ça. Et on est satisfait de ça, donc on n'a même pas pensé à modifier ça. Mais seulement, on a introduit une technologie pour l'irrigation traditionnelle. Ça, on est en train d'introduire l'énergie solaire, les pompes solaires et les panneaux solaires. Donc, on est en train, pour irriguer, pour gagner de la main-d'œuvre, pour gagner le temps, pour gagner avec le goutte à goutte, on gagne 50% d'eau. Donc, et on gagne 50% des terres irriguées. Les Fogaras offrent donc eux aussi un système ancestral de répartition de l'eau. Ce patrimoine, différent de celui de Gardaïa, est lui aussi en voie de disparition. Attachés à leur sud natal, ces jeunes ingénieurs militent pour sa sauvegarde. On est sur un jardin domestique ici? Oui, un jardin domestique. Donc finalement, les Fogaras, ça sert d'abord à ça, à permettre aux gens de cultiver leur propre subsistance finalement. C'est grâce à ces jardins qu'ils ont pu, depuis des siècles, assurer leurs besoins en matière de produits agricoles, etc. Donc cette agriculture, elle est destinée principalement à une autoconsommation. C'est une agriculture vivrière, exactement. C'est à cause de la difficulté de faire l'entretien de la Fogara, donc ils font appel à des nouveaux terrains agricoles avec des nouveaux moyens, des nouvelles techniques. Il y a maintenant de l'électricité, il y a aussi des forages, etc. Mais le problème, moi, ce qui se pose, c'est généralement la méconnaissance des systèmes d'irrigation et la méconnaissance des doses d'irrigation à apporter. Pour cela, on essaie dans notre cas, dans notre association, de trouver des solutions pour faire en parallèle, garder l'ancien patrimoine, les traditions, l'historique de cette Fogara comme patrimoine et en même temps d'introduire les nouvelles techniques. Et vous, c'est pour ça que vous vous mobilisez? Vous êtes une jeune ingénieure agronome, vous auriez pu miser sur l'agriculture moderne? Oui, mais je préfère Oasien parce que c'est un système ancestral. Il date depuis le Xe siècle à peu près. Si on est là, c'est grâce à ce système. C'est-à-dire c'est vraiment en hommage à ceux qui nous ont précédés. Parce que si ce n'était pas eux, il n'y aura jamais ce chapelet d'Oasis qui est parmi les plus grands au monde et qui fait vivre 80% de la population d'Adrar autochtone. El Fogara, littéralement qui jaillit. Ce dédale de galeries souterraines permet de drainer l'eau du sous-sol et de l'amener par gravité à la surface, alimentant la terre avec parcimonie et équité.
Ce chef-d'œuvre du génie humain, né dans la Perse antique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, est en péril. La moitié des 1400 Foggara d'Adrar sont aujourd'hui taris. Le moteur a remplacé la main de l'homme pour tenter de sauver ces étroits couloirs de vie dans les entrailles du Sahara. Alors, c'est ça. Voilà, on est arrivé sur la Foggara. Si vous voulez descendre, bon, vous allez mettre le casque. Je peux descendre là-dedans? Oui, 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 c'est facile. C'est facile, il n'y a pas de problème. C'est bon? Ok. Voilà. Ok. Donc, on essaye. Donc, vous tenez ici. Voilà, doucement. Bien sûr, directement, oui. C'est pas loin, c'est 40 cm. C'est bon, j'y suis. Exact. À droite ou à gauche, qu'est-ce qu'il m'avait dit? On est sorti encore. Ça continue. Épouser les courbes du sous-sol. J'ai vraiment l'impression d'être dans les entrailles. Combien ils m'ont dit? 20 km de galerie comme ça. Pour avoir des gens. Les traces des gens qui ont creusé ça avec des pierres de leurs mains. Oh, je sais pas combien de centaines d'années ça. Ah, enfin la lumière du soleil. Ouf. Ça va? Ça va, ça a été? Mais pas trop difficile. Quelle expérience extraordinaire. Ouais, il faut seulement le courage. Oui. Non, mais c'est surtout que je pense aux gens qui ont fait ça pendant des siècles. Ah, oui. C'est un truc incroyable. Ah oui, oui. Mais attendez, vous dites on imaginait qu'il y avait de l'eau. Comment vous le saviez? Parce qu'il ne peut pas y avoir une vie sans eau. Pourquoi ils étaient arrêtés ici pour faire un XAR, pour construire? Bon, il fallait de l'eau. Mais comment ils ont su qu'il y avait de l'eau? Comment parce qu'il y avait de la végétation? Parce que la nappe, il a fleuré ici. Moi, le Foggara, c'est pas nouveau pour moi. C'est votre enfance? Oui, bien sûr, à 14 ans, moi, j'étais dans la Foggara. Comme Omar Harouz que j'ai vu en France, alors? Ah oui, Omar. Vous jouiez ensemble? Oui, quand je connais son père, il était le premier défenseur des systèmes traditionnels. Paraît-il qu'Omar séchait l'école pour aller jouer dans les Foggara. On le faisait tous. Voilà. Vraiment, oui. Je vous crois. On peut aller boire un thé, là, parce que... Oui, il est déjà pris sous la tente. Allez, super. On y va? Oui. Cet après-midi-là, Ali, le grand frère d'Omar Harouz, était donc au rendez-vous. Plus tard, son autre frère, puis sa mère, nous rejoignent sous la caïma. L'échange va se poursuivre jusqu'au coucher du soleil. Il y a tant à dire sur l'héritage d'un père plus visionnaire que les autres. Son rêve de voir classer les Foggara au patrimoine mondial de l'humanité se réalisera peut-être un jour. C'est ainsi, à 500 km de la frontière nord du Mali, que s'achève ma quête pacifique de l'eau en Algérie. Un retour aux sources marqué par les notions de partage, de rapprochement entre les peuples, au-delà des frontières et des déchirures de l'histoire. Parce qu'elle est immense et belle, parce qu'elle est jeune et riche, l'Algérie a encore cette chance de pouvoir choisir entre le mirage, certes séduisant mais éphémère, de nouvelles sources d'énergie fossile, ou la puissance
exigeante mais éternelle du soleil, pour préserver cette fantastique réserve d'eau que porte en son sein, ce désert. Il me reste pour rentrer la sagesse d'Abdelkrim, quelques litres d'eau dans ma gerba et surtout, à l'aube, l'amour que l'Algérie sait donner au reste du monde. À bientôt pour une nouvelle émission des Enquêtes.